Bon, parlons des paradis fiscaux. Les paradis fiscaux, ce sont les législations ultra permissives qui permettent à des acteurs puissants de contourner le fisc tel qu'il est en vigueur chez eux. Et une législation de complaisance est une législation ultra permissive dans différents domaines, et pas seulement en ce qui concerne le fisc, mais en ce qui concerne aussi le travail, le transport maritime, la réglementation dans différents secteurs. Et au fond, il faut voir les législations de complaisance comme étant d'abord des pays qui bradent leur souveraineté, qui louent leur souveraineté à des acteurs privés très puissants qui souhaitent quoi? Qui souhaitent, au fond, acheter de la loi, ou qui souhaitent obtenir de la loi qui ne soit pas de l'ordre du droit tel qu'on l'entend normalement dans un État traditionnel ou dans un État de droit, mais qui soit de nature à neutraliser le droit tel qu'il est en vigueur ailleurs. Dans une législation de complaisance, au fond, c'est comme si on prenait le droit et qu'on l'inversait tel un gant. Et c'est donc tout le droit, pour faire une métaphore photographique, c'est comme si la loi apparaissait en négatif. Et donc, on a systématiquement des lois qui permettent ce qui est interdit ailleurs et qui interdisent ce qui est permis ailleurs. Bon, et l'idée, c'est de permettre à un acteur puissant de contourner la législation en vigueur chez lui pour bénéficier de régimes ultra-permissifs dans le domaine fiscal, mais aussi dans le domaine du transport maritime, dans le domaine du travail, dans le domaine de la réglementation et environnementale. Ici, par exemple, si on veut créer une entreprise, on ne peut pas faire travailler des enfants. On ne peut pas contourner ses obligations fiscales. On ne peut pas déverser comme ça des déchets toxiques dans le fleuve Saint-Laurent, sauf le Mercodère. Mais à part ça, normalement, on est contraint de ne pas le faire, quoi. Bon, il y a des règles, il y a des lois, il y a des normes. On a établi bon an, mal an et d'une manière absolument insatisfaisante, mais néanmoins, on est parvenu à se donner des contraintes sociales. Eh bien, dans les paradis fiscaux, tout s'estompe. C'est-à-dire que si on peut pas faire travailler des enfants ici, ben c'est pas grave, on va créer une usine au Bangladesh, on va les faire travailler là-bas. Si on doit payer des impôts ici, on va créer une filiale dans un paradis fiscal et on va s'organiser pour faire transiter le plus de fonds possible. On va transférer les bénéfices que l'on fait dans une filiale de ce paradis fiscal pour que les fonds soient imposés là-bas, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas imposés du tout. S'il s'agit de respecter ici des règles en ce qui concerne le traitement de déchets toxiques, par exemple dans le domaine maritime, ben, il suffit qu'on immatricule son navire au Libéria pour qu'il n'y ait plus eu lieu de respecter ces règles et ces normes. Si on doit payer des impôts sur les recettes relatives à des brevets, on inscrit ces brevets en Irlande, et à ce moment-là, on n'aura pas à payer des impôts. Si, dans le domaine minier, on a respecté un certain nombre de normes, de règles et contraintes, ne serait-ce qu'en ce qui concerne la divulgation d'informations sur les marchés financiers, on va au Canada, parce que le Canada, c'est le pays réglementaire de complaisance en ce qui concerne le domaine minier. Si on veut créer une société qui envoie des spams, on va au Belize, parce que c'est là-bas qu'on peut envoyer des spams sans qu'il y ait aucune réglementation. Si on veut pratiquer le pari sportif ou des paris de tout genre d'une manière non réglementée, on va aller à Singapour. C'est la législation de complaisance en ce qui concerne le pari. Si on veut jouer gros sur les marchés financiers d'une manière complètement risquée et folle et téméraire, on va aux îles Caïmans créer un fonds de couverture, un hedge fund, parce que c'est depuis lors, depuis cet endroit qu'on peut aisément jouer gros sur le marché financier, surtout jouer l'argent des autres, jouer l'argent de la classe moyenne, sans du tout être contraint. Ici, il s'agit de contourner les règles en ce qui concerne l'assurance. Bon, on va aux îles Turquie-Caïques, qui est le paradis de l'assurance, et donc qui permet l'élaboration de programmes, des stratégies d'investissement, la découverte d'effets de levier démultipliés qui contournent les règles en vigueur dans le domaine de l'assurance dans les États traditionnels. Au fond, ce qu'il faut voir, s'il y a 80-90 législations de complaisance dans le monde, dans main domaine, c'est parce que les législations de complaisance sont un petit peu comme les boutiques d'un centre commercial, avec des grands magasins et des petites boutiques spécialisées, là, des niches. Et en fait, c'est que chaque législation de complaisance vend des produits réglementaires et financiers particuliers. On ne fera pas la même chose à l'île Jersey qu'aux Bahamas, ou aux Bermudes, au Panama, ou au Liechtenstein en Suisse ou à Monaco. Donc chaque législation de complaisance, au fond, vend du laisser-faire. Et donc vous êtes devant un monde qui contraint. Et c'est pour ça, moi, bon, je viens
j'ai une formation en philosophie, donc elle me semble pertinente dans la mesure où l'état du monde évolue tellement et cette gamme de paradis fiscaux, cette série de paradis fiscaux affecte tellement la façon dont évolue la géopolitique qu'il force la redéfinition des termes qu'on utilise pour en parler. C'est que la question des paradis fiscaux est tellement vaste et grave qu'elle nous force à redéfinir des termes comme souveraineté, comme frontière, comme État, comme loi, droit, crime, investissement, économie. Tous ces mots-là changent parce qu'ils sont affectés dans leur sémantique même du fait des transformations du monde occasionnées par les législations de complaisance. Très bien. Et tout ce que vous décrivez semble quelque chose de lointain, mais dans votre livre, précis sur les paradis fiscaux, une escroquerie, pardon. Un exercice d'addiction. Oui, très juste. Vous mentionnez que c'est à cause des paradis fiscaux, si on attend 40 minutes à moins 20 l'autobus, c'est à cause des paradis fiscaux, si on ferme un centre d'aide aux toxicomanes, ou encore si une compagnie de danse n'est pas capable de payer ses artistes pour les répétitions. Donc, en fait, pourriez-vous nous expliquer le lien entre le sous-financement de nos institutions et la question des paradis fiscaux? La question des paradis fiscaux est centrale. Je veux dire, elle explique directement et en très grande partie les budgets d'austérité qui sévissent. Pourquoi est-ce qu'on pouvait se payer un système de santé qui avait du sens, des télévisions publiques, des maisons de la culture, des institutions d'enseignement et de recherche, et il reste encore il y a 40 ou 50 ans, et aujourd'hui on ne pourrait plus. Les gouvernements disent on n'a pas d'argent, mais qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas d'argent pour la santé, on n'a pas d'argent pour la culture, on n'a pas d'argent pour l'éducation, on n'a d'argent pour rien, jamais, sauf pour des grandes multinationales quand elles battent de l'aile ou pour les amis du parti, quoi. Mais en fait, ça veut dire qu'il y a un manque à gagner dans le trésor public. C'est qu'il y a de l'argent qui n'est pas là. Bon, et si l'argent n'est pas là, c'est parce que les grandes entreprises, surtout, et les particuliers fortunés, se sont vus offrir des échappatoires pour transférer massivement des fonds dans les paradis fiscaux, plutôt que de les voir être imposés ici. Donc, quand vous avez, par exemple, des sociétés qui transfèrent, on était rendu aux dernières nouvelles à 200 milliards de dollars dans les 10 principaux paradis fiscaux où on les trouve, ben, ce sont des fonds qui ne sont pas imposés. Et ce que je voudrais vraiment, ce que j'essaie de faire valoir dans mon travail, c'est à quel point la question n'est pas strictement comptable et comment les coûts qu'engendrent les paradis fiscaux pour les peuples sont exponentiels. Et ça n'aurait aucun sens de simplement dire ben, ça nous coûte 8 milliards ou 5 milliards. C'est une dynamique politique qui est en cause. C'est un système, je vous l'énonce rapidement. Vous avez des grandes sociétés qui transfèrent massivement des fonds dans les paradis fiscaux. Comment ça marche, transférer des fonds dans les paradis fiscaux? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut vouloir dire toutes sortes de stratégies. Par exemple, j'ai une entreprise ici au Canada, j'ai des clients en Espagne. Quand j'envoie ma facture, je n'envoie pas d'ici, je l'envoie de ma filiale à la Barbade. Donc, c'est la filiale de ma Barbade qui va recevoir, au fond, les fonds relatifs à une transaction qui part d'ici. Donc, mes employés sont ici, les usines sont ici, les coûts sont ici, les investissements sont ici, mais les services publics sont ici aussi, les aqueducs, la formation du personnel, je veux dire, tout le système public qui fait qu'une société fonctionne et qu'il puisse y avoir des entreprises viables. Donc, tout ça est payé par les contribuables, mais quand vient le temps de payer son dû comme entreprise, la facture est en partie de la Barbade, c'est à la Barbade qu'on va verser les fonds, puis là-bas, le taux d'imposition est à tout cas de 1%, alors on ne paiera pas d'impôt, ça sera la même chose, la facture vient des Bermudes ou d'ailleurs. Bon, un autre truc qu'on peut avoir, si on est un peu puissant, c'est de... Il faut voir dans quel univers on est. Hein. Les sociétés multinationales, ce n'est pas une société une, hein, c'est pas une entreprise comme le dépanneur du coin, hein, ou comme cette entité-ci. Une multinationale est un groupe, on va dire parfois un empire, hein, un groupe de filiales qui sont toutes indépendantes en droit. Et le groupe comme tel n'est pas un sujet de droit. Coca-Cola, Total, Exxon, Amazon, Boeing, toutes ces sociétés-là ne sont pas des sujets de droit, ne sont sujets de droit que leurs filiales une à une. La filiale en Iran, la filiale au Bermudes, la filiale au Myanmar, la filiale en Allemagne, chacune sont une entité à part en droit.
Et donc, elles peuvent s'envoyer entre elles des factures, elles peuvent se prêter de l'argent avec intérêt, elles peuvent même, si elles tombent sur la tête, se poursuivre en justice. Elles sont complètement autonomes en droit. Et elles sont solitaires financièrement parce qu'elles sont au service du même actionnariat ou du même groupe. Mais en droit, elles sont autonomes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hein, donc, j'ai une marque là, qui s'appelle, je ne sais pas moi, le poulet doré. C'est une marque déposée avec un logo, un petit poulet qui a hâte de se faire manger. Bon. Et puis la marque, en fait, est la propriété de la filiale des Bermudes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois que j'utilise ma propre marque, je dois verser des redevances à ma filiale des Bermudes. C'est exactement ce qui se passe avec Starbucks. Hein, le représentant de Starbucks au Royaume-Uni, dans une commission parlementaire, a dit aux représentants de l'État on ne fait pas un centime de profit au Royaume-Uni. Pourquoi? Parce que notre filiale nous demande tellement en termes de facturation, en ce qui concerne l'utilisation de nos propres produits, de notre propre marque, qu'on est obligé de leur donner tout. Et c'est là-bas qu'ils sont enregistrés les profits. Donc ça, c'est une perte immédiate dans le trésor public. On transfère des fonds sur un mode factice, je peux parler du faux procès, je peux parler de toutes sortes de techniques, dans les paradis fiscaux, de sorte que c'est la filiale des Bermudes, des Caïmans, des Bahamas, du Panama qui a les fonds. Dans le rapport annuel, on s'en moque, parce que le rapport annuel, c'est une addition de tout ce qu'ont les filiales. Donc, à la fin, on dit qu'on a fait tant de profit, et on ne sait jamais où est ventilé le capital. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a du capital quelque part. On ne sait pas s'il est au Luxembourg ou au Canada, quand on regarde le rapport annuel. Ces fonds-là ne sont pas imposés. C'est un manque à gagner direct. Mais ensuite, ça continue. Qu'est-ce que font les États? Ils ne font pas la lutte aux paradis fiscaux. Les chefs d'État, il y a des chefs d'État qui, dans certains pays, donnent des leçons sur un mode arrogant à leur population. Dans d'autres pays, ils font des selfies. Dans un troisième pays, ils cherchent une majorité. Bon, ils ont beaucoup de choses importantes à régler. Mais ils ne font pas la lutte aux paradis fiscaux, en tout cas. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils imitent les paradis fiscaux plutôt que de faire la lutte au phénomène. Et qu'est-ce que c'est imiter les paradis fiscaux? C'est revoir à la baisse le taux d'imposition des sociétés. Les sociétés, dans les années 80, payaient 50% d'impôts à peu près sur leurs revenus. On est tombé à peu près à 25% et ça tombe tout le temps plus bas. Au palier fédéral seulement, on est passé de 38% à 15%. Donc c'est un deuxième manque à gagner. Non seulement le capital part à pleine porte, mais celui qui reste est imposé moins qu'avant. Donc à la fin de l'année, évidemment, les gouvernements n'arrivent pas à boucler le budget. Donc comme ils ne bouclent pas le budget, qu'est-ce qu'ils font? Ils empruntent. Ils empruntent aux institutions financières qui n'imposent plus. C'est le monde à l'envers. C'est-à-dire que percevoir des fonds sur le capital, on verse au titre du service de la dette des fonds aux instances du capital. C'est pas seulement des banques. General Electric, par exemple, est une institution financière aussi. Donc on verse des fonds à des institutions qui nous prêtent de l'argent pour boucler un budget qu'on n'arrive pas à boucler parce qu'on ne les impose plus. Ça continue ensuite les coûts. Ensuite, on passe sur le mode de la gouvernance. La gouvernance, il faut oublier les services publics. On est tous des clients. On va au théâtre, on est des clients. On va à l'hôpital, on est des clients. On prend l'autobus, on est des clients. On va à la bibliothèque, on est des clients. On nous met dans la tête que tout est transaction commerciale et on impose des frais, des tarifs aux services. Il en coûte de plus en plus cher pour bénéficier des services publics qu'on paye à deux titres, comme contribuable et comme utilisateur. Et le cinquième coup, c'est que les services, en plus, sont toujours de mauvaise qualité, toujours plus de mauvaise qualité. Il n'y a plus d'aide aux devoirs, il n'y a plus de psycho-éducateurs, il y a moins d'infirmières, on ferme des centres d'aide aux toxicomanes, ainsi de suite. Et je pourrais continuer ensuite sur le statut des fonctionnaires, qui était avant une question d'émulation en ce qui concerne le mouvement syndical. Mais comme les conditions de travail des fonctionnaires s'amenuisent, c'est tout le privé qui suit en ce sens, on ne peut pas dire qu'il précède. Donc, les conséquences sont sociologiques. Et c'est ce qu'on est invité à comprendre quand il vient le temps de parler des coûts. Et oui, quand on attend un autobus 40 minutes à moins 20 l'hiver, c'est à cause des paradis fiscaux. Puis quand on attend 1 an et demi pour une intervention chirurgicale urgente, c'est à cause des paradis fiscaux. Mais pas en raison strictement des États, mais en raison de tout un système que des puissants ont mis en place pour éviter de payer leurs dû, bien qu'ils bénéficient des infrastructures publiques. Très bien. Tout à l'heure, vous mentionnez le Canada. Vous disiez en commission parlementaire à Ottawa, si le Canada n'avait rien fait dans la lutte aux paradis fiscaux depuis 1980, on serait en avance par rapport à la situation actuelle. Pouvez-vous nous expliquer ça?
Ah oui, en effet, le Canada est un ami des paradis fiscaux. Le Canada est à l'origine des paradis fiscaux de la Caraïbe britannique. Bon, il faudrait que je fasse toute une histoire. J'ai fait un livre de près de 400 pages sur la question. Je ne vais pas le résumer ici en 2 minutes. Mais l'idée, c'est de rappeler qu'il y a des relations commerciales de longue date entre les Antilles, la Caraïbe, puis le Canada, et l'Est du Canada, et surtout la ville d'Halifax après la conquête. Bon, et le pouvoir politique à Londres, déjà au 19e siècle, a confié à des banquiers d'Halifax toute l'intendance financière dans les colonies britanniques. Donc déjà, les banques étaient là au moment où les premiers paradis fiscaux de type contemporain se sont développés, c'est-à-dire dans les années 60, c'est-à-dire après le plan Marshall, c'est-à-dire après qu'on ait eu ces dollars qui circulaient librement dans le monde sans contrôle et qui ont été concentrés dans les paradis fiscaux par des banques canadiennes. Et ce qu'il faut voir, je suis obligé d'aller très très vite, mais dans ces législations de complaisance-là, notamment les Bahamas, les Caïmans, les îles Turques et Caïques, Trinité et Tobago, et j'en passe, la Barbade évidemment, dans ces législations-là, ce sont des Canadiens qui ont été à l'origine de la création d'une réglementation en matière fiscale, notamment, et bancaire, qui permettait l'avènement des paradis fiscaux, enfin du statut de paradis fiscal de ces îles. Par exemple, c'est un ancien ministre des Finances, Donald Fleming, qui était ministre des Finances de Diefenbaker ici, qui, travaillant, je crois, pour un trust de la Scotiabank, a soufflé à l'oreille du législateur un certain nombre de mesures qui permettraient au secteur bancaire de trouver en cette législation-là une sorte de fantasme de banquier, c'est-à-dire toutes les lois qu'on peut rêver avoir dans un État, on les avait là. Donc, et puis son vis-à-vis était un ministre du Tourisme et ministre des Finances. Le ministre du Tourisme, c'est pas banal dans une île où on peut accueillir des casinos qui servent à blanchir les fonds de la mafia américaine. Bon. Donc le ministre du Tourisme qui s'occupait de l'hôtellerie et des casinos, qui était aussi ministre des Finances, donc qui s'occupait des banques, pouvait faire en sorte que les Bahamas canalisent autant les fonds mafieux du monde interlope américain que celui des grandes banques européennes qui géraient les euro-dollars qui provenaient du plan Marshall. Donc on avait une manne d'argent folle, et ce ministre des Finances et du Tourisme, Sir Stafford Sands, était en même temps membre du conseil d'administration de la Banque royale du Canada à Toronto. Donc à moins d'avoir subi une lobotomie, il était capable avec cohérence d'administrer le jour un État qui était fait sur mesure pour les intérêts de la banque qui avait pour mandat d'administrer le soir. Bon, et puis quand le modèle est un peu sulfureux auprès de l'administration Carter, qui était encore capable de défendre le principe de l'État de droit aux États-Unis, on a dupliqué le modèle au Caïman avec d'autres Canadiens. Ça a continué après. Donc les paradis fiscaux sont l'œuvre des Canadiens. Et en 1980, la chose la plus problématique pour nous qui s'est faite, c'est la signature de l'accord de non-double imposition entre le Canada et la Barbade. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un accord de non-double imposition? C'est un accord que d'habitude, deux pays qui se ressemblent signent. Je suis un pays X, j'ai un taux d'imposition qui est à peu près responsable, je suis en lien avec un autre État qui a un taux d'imposition à peu près semblable au mien, j'ai des entreprises chez moi qui font des affaires dans ce pays-là, qu'est-ce qu'on fait? On signe un accord de non-double imposition, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en Bombardier, en gros, créer une entité là-bas, des usines, des clients, fabrique des biens, perçoit évidemment un profit, paie des impôts sur ce profit-là et éventuellement transfère du capital chez nous, on ne l'impose pas une deuxième fois. On dit, bon, il a déjà été imposé en Allemagne, disons, et s'il y a un transfert de capital sur un fonds qui a déjà été imposé, il ne fait pas l'objet d'une double imposition, donc c'est un accord de non-double imposition. Maintenant, signer un accord de non-double imposition avec la Barbade, qui est une économie de la taille de la ville de Gatineau, et qui a un taux d'imposition qui oscille entre 0,25% et 1%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on permet à des entreprises d'ici de créer des sociétés, des filiales à la Barbade, de transférer des fonds là-bas en inventant toutes sortes de prétextes,
ces entreprises-là paient 0,25% d'impôts sur ce capital, les transfèrent ici ensuite en disant « j'ai déjà payé des impôts, c'est dégueulasse, je ne vais quand même pas en payer 2 fois ». Bon, ça c'est le principe, et on a fait comme si c'était sérieux depuis 1980. Donc, cet accord-là a été signé sous le court règne de Joe Clark, mais tous les pays, tous les gouvernements fédéraux ensuite l'ont avalisé, quoi. Et même, il y a l'an dernier, enfin, il y a à peu près un an, le député Gabriel Sainte-Marie a eu la chance, en tant que parlementaire, de soumettre à la Chambre des communes une motion consistant à désavouer cet aspect-là de l'accord de non-double imposition entre le Canada et la Barbade, et les conservateurs ainsi que les libéraux ont voté contre cette motion. Et c'était la première fois que la Chambre des communes se prononçait sur cet accord-là, et les libéraux ont fait en sorte que la Chambre des communes avalise le principe de cet accord, qui est littéralement un échappatoire permettant une forme légalisée d'escroquerie. C'est comme si on avait légalisé une façon de violer l'esprit de la loi. Bon, et c'est pour ça que si le Canada n'avait rien fait, parce que ça a continué ensuite, c'est ce corridor d'amnistie fiscale permanente entre le Canada et la Barbade, on l'a démultiplié ensuite sous les différents gouvernements de Stephen Harper, en permettant aux entreprises canadiennes le même manège, là cette fois en raison d'un changement de la réglementation de la loi sur l'impôt, dans des pays comme Hong Kong, le Panama, le Luxembourg, les Bermudes, tellement qu'à la Barbade, on s'est un peu inquiété parce qu'on a senti qu'on perdait son monopole. Mais aujourd'hui, la Barbade, juste pour vous donner une idée, là, est le deuxième pays où les entreprises canadiennes investissent le plus après les États-Unis. C'est-à-dire avant la Chine, avant l'Allemagne, avant le Brésil, avant la France, avant le Royaume-Uni, c'est le deuxième pays où les entreprises canadiennes investissent le plus. Mais allez-y, et vous verrez aucune entreprise, on ne va pas tenir les Jeux Olympiques dans 2 ans. Là. Il n'y a rien qui s'annonce là. C'est un petit village, ce sont des petits villages où il y a simplement des fonds qui circulent à toute vitesse pour permettre à des détenteurs de capitaux de contourner le fisc et ainsi de nous priver des fonds dont nous avons besoin pour financer les infrastructures dont se servent ces mêmes entreprises-là ensuite. Et puis justement, là, en parlant de détournement, de contournement de la loi, dans un contexte de libre-échange, de concurrence fiscale entre les pays et de fusion, d'acquisition entre les entreprises, si le Québec décidait de mettre fin aux ententes avec les paradis fiscaux, mais que les autres pays, eux, autour, ne le font pas, est-ce que les entreprises ne risquent pas de s'en aller, s'installer ailleurs? Comme Uber. Imaginez-vous McDonald's dire on s'en va, on ferme tous nos restaurants. Je sais pas. Non mais plus rigoureusement, d'abord, le Québec n'a pas à se retirer de quelque accord de type non-double imposition avec la Barbade, tout simplement parce que, et ça, même des fédéralistes vous le diront, là, la Constitution canadienne prévoit que le Québec soit souverain en matière d'imposition en ce qui concerne la perception des revenus dont il a besoin pour financer ce qui relève de ses prérogatives comme province. Restons dans le cadre qui est le nôtre. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si premièrement, si on avait au Québec des partis fédéralistes, il n'y en a pas. Il n'y a aucun parti fédéraliste au Québec. Il y a des partis provincialistes ou indépendantistes. Mais il n'y a pas de parti fédéraliste. Si on avait un parti fédéraliste qui comprend de la Constitution, il essaierait de tirer son épingle du jeu dans ce cadre-là. Mais on a des gouvernements provinciaux qui veulent s'occuper de moins de choses possibles. Hein, même ils vont vous dire, nous, notre force, c'est l'économie. Hein, c'est juste ça qui nous intéresse, l'économie. Puis notre doctrine, c'est de dire qu'il ne faut pas intervenir dans l'économie. Alors notre talent particulier, c'est de rien faire. On est très bon à ça. Votez pour nous, on ne fera rien, jamais. Parce qu'on pense que c'est ça qu'il faut faire, c'est-à-dire rien. Et on est très bon là-dedans, on excelle, on a des experts dans l'art de ne rien faire. Bon. Donc, on a des provinciaux qui vont surtout dire ça, c'est pas notre affaire, c'est le fédéral, allez voir, nous, on ne veut surtout pas avoir une idée là-dessus. Bon. Et d'autre part, on a eu des indépendantistes qui ont eu tendance à attendre beaucoup le grand soir, disons, et à ne pas voir quels étaient les leviers en matière fiscale qui étaient déjà ceux du Québec. C'est-à-dire que le Québec est indépendant. Et les accords que le gouvernement fédéral signe avec le Barbade et ceux dont j'ai mentionné, qui ont des conséquences quant à l'évitement fiscal à Hong Kong, au Luxembourg, aux Bermudes et ailleurs, ne concernent que
le pouvoir d'imposition du gouvernement fédéral lui-même. Le gouvernement québécois pourrait d'ores et déjà ne pas tenir compte de ces accords. Il en a le pouvoir. Bon, maintenant on va dire, c'est grave. Ça pourrait. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Et bon, moi je pense de toute façon qu'une attitude qu'on doit adopter rapidement, et pas seulement ici, mais partout, c'est celle de la fierté. Je veux dire, si on veut regarder les choses d'une manière économique, revenons aux prétentions de ces partis qui disent s'y connaître. Il n'y a personne, il n'y a pas un partenaire dans une relation commerciale qui va dire rentre chez moi, prends tout, sers-toi, salis tout, exploite tout le monde, puis quand on aura marre, va-t'en. Je veux dire, il y a évidemment qu'on établit une relation et on devrait ne pas vouloir sur notre sol des sociétés qui ne veulent pas payer d'impôts, qui veulent tout de suite, qui veulent qu'on forme leur personnel, qu'on les soigne quand ils sont malades. Je veux dire qu'on leur fournisse l'eau, l'électricité, puis qu'on asphalte les routes, sous prétexte de créer 2-3 emplois. Je veux dire, il y a un moment où il faut être fier de ce dont on est capable. Bon. Certains politiciens prétendent que faire payer moins d'impôts aux entreprises stimule les investissements et la création d'emplois. Est-ce que c'est vrai tout ça? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce qu'on devrait leur répondre? Un cas banal, c'est un cas d'école, Gildan. Gildan relance la filière du textile au Québec. Ça suscite l'admiration. La Caisse de dépôt et placement du Québec investit massivement. Le Fonds de solidarité des travailleurs de la TQ également. Qu'est-ce que fait Gildan? Gildan crée de l'emploi au Bangladesh et en République dominicaine. Dans des zones franches, on fait travailler des femmes, surtout, des enfants et des hommes, dans des ateliers de misère, dans des conditions dont on ne voudrait jamais pour nos proches. Aucun droit à la syndicalisation, et des pays où il y a énormément de révoltes, dont on ne parle jamais dans les médias occidentaux, mais ce sont des révoltes à la manière de celles qu'on observait en Angleterre au moment de la Révolution industrielle, puis sur la côte est américaine. La marchandise est écoulée ici, sur les marchés financiers, sur les marchés, je veux dire, là où il y a un pouvoir d'achat, et les profits sont enregistrés aux Bahamas. Alors ça, c'est un plan d'affaires banal. On prend les capitaux de la classe moyenne, on les investit, et on enregistre les profits là où ils ne seront pas imposés. Qu'est-ce qu'on apprend à quiconque qui est au HEC dans une école de commerce en ce qui concerne à la fois le travail et l'impôt? On réduit d'une manière cynique et irresponsable ces deux dimensions-là de la vie en société à de simples coûts. Et comme on le sait, tout coût doit être amoindri en ce qui concerne l'investissement lorsqu'on gère un business. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit de faire? Qu'est-ce que font les détenteurs d'actifs? D'une part, ils investissent massivement dans des produits financiers qui n'ont rien à voir avec ce qu'on appelle, nous, l'économie. C'est une faible part seulement des investissements sur les marchés financiers et des investissements dans le commerce international qui ont trait à l'économie réelle, la production de biens, de services, l'échange, etc. On investit beaucoup dans des titres spéculatifs, dans une économie de papier, dans une économie de titres, dans une économie inflationniste, qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle, nous, l'économie. Ensuite, quand on investit, très souvent, les entreprises vont simplement stocker des milliards dans les banques. Simplement parce que, j'ai plus les chiffres, ça fait longtemps que je suis intervenu sur ces questions-là, on va dire, mais tout simplement parce que il n'y a pas d'opportunité. C'est pas une pulsion dans les entreprises de créer de l'emploi, c'est pas vrai du tout. Il faut en créer le moins possible. Il faut faire en sorte que les employés qu'on embauche fassent le plus de travail possible pour qu'on ait en embauché le moins possible. C'est pour ça que les gens sont malades, sont fatigués, ils prennent des somnifères pour dormir, du café le matin, puis sont en burn-out, puis c'est parce qu'on nous siphonne, quoi. Puis enfin, quand on investit finalement dans le travail, dans des usines, où est-ce qu'on va? On va dans les zones franches. Il n'y a qu'à lire les étiquettes des produits qu'on achète. Il n'y a plus rien qui est fait par nous-mêmes.
Donc on le voit bien que c'est pas vrai que quand on dégage du capital dans les entreprises, que ces entreprises-là vont être des créateurs de richesse. C'est de la pure idéologie. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on plante de l'argent dans son compte bancaire, ou on joue à la bourse comme un peu au casino, là, aux îles Caïmans, dans des fonds de couverture, où on va spéculer sur le prix du pétrole demain, on va acheter des contrats à terme, on va investir sur de la monnaie en faisant transiter par des algorithmes en nanosecondes, toutes sortes de capitaux pour engranger plus de capitaux encore, mais à partir de rien, on n'est même plus dans l'équation marxienne là, qui consiste à partir de l'argent, de produire de la marchandise pour avoir plus d'argent après. On passe de l'argent à l'argent en passant strictement par des titres symboliques, quoi. Puis quand on investit, ben, c'est dans des ateliers de misère, dans des conditions terribles pour le prolétariat, parce que pendant qu'on fait travailler des Mexicaines, des Jamaïcaines ou des Chinois dans des conditions terribles, c'est toutes les conditions de travail du prolétariat mondial, c'est un vieux vocabulaire, mais qui continue malheureusement d'être d'actualité, mais qui en belle prix. Il ne faut pas oublier que la classe moyenne est constituée strictement de prolétaires avec de l'argent. C'est encore des prolétaires. Et si on parle du Québec, là, si le Québec province faisait adéquatement échec à l'évasion fiscale, à combien se chiffreraient nos revenus supplémentaires? Oui, je reviens à mon analyse de tout à l'heure, c'est exponentiel. Alors, il faudrait se dire, si on était dans un monde où il n'y a pas de paradis fiscaux, où là, l'État impose sans concurrence déloyale de la part des Bermudes ou du Luxembourg le capital à hauteur de ce que le capital doit à la société pour exister, à supposer qu'on reste dans une économie libérale. À combien ce resto-là pour garantir des rentrées fiscales qui nous permettent de payer des services publics? À ce moment-là, c'est hautement spéculatif. Mais ce qui est clair, c'est que le Québec est déjà outillé pour faire la lutte aux paradis fiscaux. Et surtout, une façon, si je peux me permettre d'aller plus loin dans le raisonnement, là, une façon d'agir, c'est déjà de rompre avec des critères et des notions qui ne sont plus d'actualité, qui ne sont plus du 21e siècle. Je pense par exemple à la notion de résidence. On impose encore des entités quand elles sont sur son territoire. McDonald's, Amazon, Google, Starbucks, Exxon, Esso, ainsi de suite, sont des multinationales qui ont une présence chez nous. Ben, les gouvernements fédéraux et québécois vont imposer des structures par rapport à leurs actifs, c'est-à-dire ce qu'elles ont dans leur compte bancaire ici, indépendamment des transferts qu'elles sont à même d'effectuer dans des pays comme le Luxembourg, la Suisse ou les îles Vierges britanniques. Bon. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ça va voyez les choses tout autrement. C'est imposer la société par rapport à son bilan consolidé, c'est-à-dire l'ensemble de ses actifs, ce qu'elle déclare avoir auprès de ses actionnaires une fois par année. L'imposer sur cette base en disant vous devez X% de votre capital à votre présence au Québec. Et donc, on va vous imposer sur cette portion-là de votre capital, indépendamment de là où vous avez planté l'argent. L'argent est peut-être aux Bermudes, il est peut-être à Singapour, il est peut-être aux îles Marshall, peu nous chaud. On va vous imposer sur cette frange-là, parce qu'on a développé une méthode qui porte sur le nombre d'employés, le capital, les investissements, les finances, et ainsi de suite, ça se calcule, là, et on arrive au constat que selon nous, vous devez à votre présence chez nous, cette portion-là de votre capital, on vous impose là-dessus. Alors, il y a des gens qui disent, tu t'imagines, ils vont tous s'en aller, on va devenir, on va seulement être pris avec nos PME. Bon. En fait, ce qu'on pourrait faire, c'est s'inspirer du mouvement étudiant de 2012 avec les seuils planchers. Et voter une loi en disant cette loi va entrer en vigueur le jour où X nombre de pays de l'OCDE, par exemple, représentant tel seuil démographique, auront voté une loi similaire. Donc, la loi entre en vigueur le jour où on atteint ce seuil-là. On n'a pas besoin de la voter. Là. Et là,
là, pour la première fois, vraiment, pour utiliser des mots à la mode, là, il y aurait de l'innovation, il y aurait de la transformation, il y aurait de l'excellence, il y aurait du changement, tout ce qu'on nous serine à longueur d'année. Mais là, il y en aurait. On serait tellement étonné de voir quelqu'un avoir une idée au Québec qu'on n'en reviendrait pas. Et ça ferait de la publicité même pour le Québec dans le monde. Et il y aurait une initiative, quelque chose qu'on n'a jamais vu, une initiative de la part de quelqu'un d'ici au pouvoir qui serait même, dire, à l'origine peut-être d'une émulation. On aurait d'autres pays qui voteraient le même genre de loi, donc nous on arriverait à ce seuil-là, et on pourrait imposer les multinationales sur la base de leur bilan consolidé pour en faire des sujets de droit, et non plus seulement des espèces d'entités informelles qui n'existeraient que d'une manière morcelée, alors qu'on sait qu'en réalité, SO, c'est pas des milliers de filiales dans le monde, SO, c'est une seule entreprise qui a un seul conseil d'administration et un seul actionnariat et qui travaille de manière cohérente. Puis, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, comme le Canada ne fait rien pour lutter contre l'évasion fiscale, quelle proportion de ses revenus le Québec perdrait-il en restant au Canada? C'est pas moi qui ai écrit les questions. Oui, non, je vais passer à la question parce que, premièrement, elle suppose. Le Parti néo-démocrate, par exemple, qui lutte vraiment sincèrement à sa manière sur cette question-là à Ottawa, comme le Bloc, a établi à 8 milliards de dollars les pertes réelles dans le trésor public au fédéral. Mais je trouve intéressant de développer des données chiffrées dans la mesure où il s'agit de prendre la mesure du problème et de donner des grandeurs d'échelle. Mais ces statistiques-là ne sont que des points de départ parce qu'elles sont le révélateur de mouvements de capitaux qui ensuite entraînent des attitudes et des comportements mimétiques. Le problème des paradis fiscaux, c'est pas seulement l'argent qu'on y envoie, c'est le dumping. C'est-à-dire que quand il y a un État comme les Bermudes qui impose le capital étranger à 0%, ben là, vous avez toujours un ministre des Finances quelque part dans un État traditionnel qui va dire on est en concurrence avec les Bermudes, vous imaginez, c'est une grande souveraineté, on ne va pas faire d'ingérence politique, on va respecter ce grand État. On ne dira pas la même chose de Cuba, mais on va dire ça des Bermudes. Et on dit bon, et puis donc, on est en concurrence avec les Bermudes, eux, ils s'en moquent de leur système de santé et de leur population. Et donc là, on va revoir à la baisse le taux des droits de douane, le taux d'imposition des sociétés, puis là, on va abolir la taxe sur le capital, et on va faire en sorte que le capital soit oxygéné, comme s'il n'était pas déjà dopé au nitrox, il n'y a pas trop d'oxygène, quoi. Bon. Et ce dumping-là est le mal. Le mal est calme. Donc, tout à l'heure, on l'a aussi mentionné, on a mentionné Uber. Il est souvent mentionné que les entreprises de l'économie du partage, telles que Uber, Airbnb, ne paient pas d'impôts dans les États où elles mènent leurs activités. Expliquez-nous comment c'est possible et quelles sont nos solutions face à ce problème-là. On est proche d'une librairie ici, je la cite en exemple parce qu'elle est notre voisine, la librairie Pauline, par exemple. Vous allez, si vous achetez un livre à la librairie Pauline, il y a une part de la transaction qui est inscrite ici, qui est le revenu de la librairie, qui permet, qui suppose une présence physique, l'embauche d'un personnel. Et des actifs qui, si la librairie est j'oserais pas dire prospère, mais rentable, mais je suppose qu'elle verse à l'État une part qui correspond aussi à ce que l'État lui donne, c'est-à-dire un filet social aux particuliers qui sont concernés, un encadrement public, ainsi de suite, et d'autres avantages. Tout ça disparaît avec Amazon. Quand vous achetez un livre à Amazon, théoriquement, c'est comme si tout le processus avait lieu à l'étranger. C'est comme si vous aviez un tiroir-caisse aux Bahamas et que vous régliez votre livre aux Bahamas et que vous reveniez ici. Je dis les Bahamas, c'est un exemple. Et c'est particulièrement frappant en Europe, par exemple.
Dans le film, le documentaire de Harold Post, le prix à payer, on voit par exemple que lorsqu'Amazon vend un livre à une cliente de Londres, les routes sont britanniques, le camionneur est britannique, probablement que le camion est britannique. Le livre est écrit par une romancière britannique, la maison d'édition est britannique, mais tout est fait comme si ça avait lieu au Luxembourg, sur papier. Et c'est un des problèmes des paradis fiscaux, c'est que tout est travesti. Tout est contorsionné. Il y a comme une sorte de réfractation des données qui n'a plus de sens. Sur papier, aujourd'hui, dans le monde, en raison des paradis fiscaux, un des plus grands producteurs de bananes, c'est l'île Jersey. Un des plus grands partenaires de la Chine, c'est les îles Vierges britanniques. Le pays à partir duquel les investisseurs membres de la zone euro investissent le plus dans le monde, depuis l'Europe, c'est le Luxembourg. J'ai parlé de la Barbade tout à l'heure. Plus rien n'a de sens. Et évidemment que ces grandes sociétés-là contribuent à tordre les données de façon à ce qu'elles ne traduisent plus rien. On ne peut même plus comprendre notre monde en voyant ces données-là. On a l'impression que le Luxembourg est un pays gigantesque et que le Congo est minuscule, par exemple, quand on regarde les données officielles. Et là, on a parlé d'imposition, je veux dire, qui ne paie pas d'impôts, mais là, plus récemment, avec Netflix, la grande question de Netflix, qui ne paye pas de taxes, est-ce que on pourrait, en modifiant la loi, si quelqu'un quelque part avait un peu de courage politique, mais c'est pas légion. Et quand je dis courage politique, c'est pas du grand courage, dans le sens qu'il ne faut pas déployer des douaniers là, tout le long de la frontière canadienne. Puis simplement en ayant un peu de suite dans les idées, un peu de hauteur, le sens de l'État, une notion complexe pour certaines personnes titulaires de portefeuilles ministériels. Si on avait ce qu'on devrait considérer comme des prérequis dans ces contextes-là, mais apparemment c'est pas le cas, il faut savoir être photogénique, c'est tout. Qu'est-ce qu'on ferait? On changerait la loi de façon simplement à stipuler que toute transaction électronique est considérée comme ayant lieu sur le territoire canadien ou québécois. Voilà, c'est-à-dire c'est pas plus compliqué que ça, mais il faut aussi que sa carrière politique soit pas tributaire de la volonté de l'oligarchie. Très bien. Donc, dans un autre ordre d'idée, si on parle des caisses de retraite, comment doit-on gérer nos caisses de retraite? Comme la caisse de dépôt et de placement, la pension de sécurité et de vieillesse et l'assurance chômage, afin de ne pas encourager l'utilisation des paradis fiscaux dans nos investissements collectifs. J'ai parlé de Gildan tout à l'heure, qui a reçu des fonds de la part de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, sans qu'il y ait de contrôle, ou en tout cas de considération sur la façon dont ces capitaux-là étaient administrés une fois qu'ils étaient rentables, dans la mesure où Gildan a pu, comme plein de sociétés, sûrement légalement, je ne remets même pas ça en cause, étant donné l'état du droit qui est ultra permissif et complaisant pour ce type d'acteur, de transférer les bénéfices dans la Caraïbe britannique. Quand il ne s'agit pas de faire travailler les gens avec des conditions atroces, c'est complètement cynique. Mais on pourrait aussi considérer ce qui est notre État, qui est un État colonial. Quand on se présente comme une monarchie parlementaire, c'est un euphémisme pour parler d'une colonie. Bon, il n'y a qu'à considérer les lois en ce qui concerne l'encadrement de l'exploitation du pétrole en Alberta. Il faut savoir, je ne sais pas si ça paraît évident, mais le pétrole albertain ne vaut rien tant qu'il n'est pas transporté, puisqu'on est dans une région qui est loin des ports. Bon, si vous n'avez pas d'oléoduc, si vous n'avez pas d'infrastructure de transport industriel d'envergure, ce pétrole ne vaut rien. Bon, et les sociétés pétrolières comme Total et les autres en ont plein les bras simplement à exploiter ce pétrole sale, plus polluant encore le charbon et très exigeant en termes de traitement. Alors on a quelqu'un comme Paul Desmarais, par exemple, toute la famille Desmarais qui étrangement, et là je vais seulement parler de coïncidence là, pour les avocats qui sont dans la salle, on a la famille Desmarais qui a été longtemps, pendant près de 16 ans, je crois, membre du conseil d'administration de Total, société qui est moins pétrolière qu'Apatride, seulement 26% des parts sont
Constitution française. Les actions sont des murs des Français. Vous avez le tandem Desmarais et Frères qui a été longtemps et reste un actionnaire important Total, qui en même temps a des relations étroites avec les dirigeants de la Caisse de dépôt et placement. Au moment, on constate tout ça au moment où la Caisse de dépôt et placement du Québec investit davantage en Alberta qu'au Québec pour offrir aux entreprises telles que celles que les Desmarais administrent les infrastructures dont elles ont besoin pour rentabiliser ce pétrole. Dans un pays qui, par ailleurs, se présente comme étant écologiste, vert, souriant et quoi encore, en faisant oublier que le premier ministre se rend parfois au Texas pour se faire applaudir par l'industrie pétrolière là-bas. Mais la Caisse de dépôt n'est plus du tout une institution publique, au sens d'être le reflet de ce qui relève la conscience morale commune et de la volonté souveraine des peuples. Plus du tout. Donc, quelle modalité un parti indépendantiste comme Option nationale qui se dote d'une plateforme de pays et non de province devrait intégrer dans sa plateforme pour mettre fin aux paradis fiscaux? La grande différence quand il s'agit d'une autorité politique souveraine, c'est d'avoir un rapport diplomatique. La question des paradis fiscaux n'est pas de nature technique, elle est de nature politique. Et là, je vais dire quelque chose qui va peut-être paraître tautologique et trivial, là, mais si jamais vous rencontrez un ministre des Finances en Occident, dites-le lui. Le problème des paradis fiscaux, c'est les paradis fiscaux. C'est tout. Dans le sens où c'est pas de savoir comment on peut les contrôler, comment on peut avoir accès aux données sur un mode automatique, comment on peut faire en sorte de mieux contrôler la source des transferts. Le problème des paradis fiscaux, c'est les paradis fiscaux. Qu'est-ce que c'est qu'un paradis fiscal? Un paradis fiscal est une législation qui abuse de sa souveraineté, qui abuse de son pouvoir législatif et de ses prérogatives. Pourquoi? Parce qu'au Panama, par exemple, ou aux Bermudes, quand on prévoit en droit, en droit panaméen ou en droit bermudien, quand on prévoit la création de sociétés, de type société exemptée, société internationale, trust, fondation caritative et autres, il est dit dans la loi, chez nous, je traduis, mais chez nous, il est possible de créer une société exemptée, par exemple, laquelle prévoit une exemption fiscale, une absence d'identification des administrateurs, donc l'opacité, ainsi de suite, puisque tous les avantages, tous les critères, on peut créer une telle société en vertu de notre droit, à la condition que cette société n'ait aucune activité chez nous. Si vous avez l'odieux de vendre un poisson fumé au coin de la rue d'une ville de la Barbade, on va vous imposer. Il ne faut pas qu'on vous voie. Il ne faut même pas qu'on sache que vous soyez là. Vous n'avez aucune activité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le droit des Bermudes prévoit une façon d'administrer le capital partout dans le monde, sauf aux Bermudes. Donc c'est un abus. Et Margaret Vestager, qui est la commissaire à la concurrence à l'Union européenne, a eu exactement ce jugement-là envers l'Irlande quand il s'est agi de statuer sur le cas des politiques fiscales de l'Irlande envers le groupe Apple. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'autre bout de la chaîne, ici par exemple, une société québécoise peut créer une filiale, une société exemptée aux Bermudes, qui est une sorte de boîte, si on veut, là, virtuelle, dans laquelle elle met des capitaux financiers, des titres de propriété, même des dettes, un certain nombre de choses, là, ferme le couvercle, et peut dire au gouvernement québécois et au gouvernement fédéral, ce que dans cette boîte-là, ça vous regarde plus, c'est que ce sont des actifs qui relèvent d'une filiale ou d'une société des Bermudes. Donc c'est étranger à vos prérogatives. Maintenant, ce sont des éléments qui regardent un autre droit. Et dans cet autre droit-là, on va dire, cette boîte-là, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, on ne veut juste jamais savoir qu'elle existe. Et donc, qu'est-ce que font les paradis fiscaux? C'est comme si la main invisible du capital, avec ses ongles, étirait les interstices entre les États et créait une vaste zone tampon, anomique, allégale, dans laquelle la moitié des transactions financières s'inscrivaient sans aucune forme de contrôle que ce soit. Et donc ces capitaux-là bénéficient à la fois de la complaisance des États traditionnels qui font semblant de ne pas comprendre ce qui se passe,
hein, témoin, une ministre du patrimoine d'un pays du G7, hein, et font par ailleurs des États offshore, des législations de compétences qui, elles, votent des lois qui ont même plus trait au territoire sur lequel elles ont des prérogatives. Si on parle... Juste pour terminer, ce qu'il faut faire, rendu là, c'est faire quoi de diplomatie? C'est faire ce que les États-Unis ont fait envers Cuba pendant des années. C'est dire, bon, on va dire au Panama, puis dire au Luxembourg, on va dire au Liechtenstein, on ne reconnaît pas la légitimité de telle loi, parce que telle loi que vous avez chez vous affecte la façon dont le capital est géré chez nous et pas chez vous. Hein, c'est comme si le gouvernement du Québec se mettait à légiférer sur la façon dont il fallait traiter les jeunes contrevenants en Belgique. C'est aussi fou que ça. Donc on pourrait dire non, si on peut immatriculer un bateau qui est administré par des Canadiens au Libéria, sans même que ce bateau-là n'ait accosté une seule fois au Libéria, il y a un abus législatif. Il n'y a pas de raison que ce soit le droit libérien qui, en quelque sorte, détermine la façon dont on administrera, la façon dont fonctionne un navire ici ou ailleurs. Et puis si on va sur notre avant-dernière question, là, Option nationale regroupe plusieurs jeunes, et aussi des moins jeunes, qui sont avides de justice sociale et qui s'intéressent à l'écart de richesse grandissant entre les riches et les pauvres. Devant l'immensité des problèmes que vous avez décrits depuis le début de l'entrevue, que peuvent faire concrètement les Québécois et les Québécoises pour faire échec aux législations de compétences? Ben, j'hésite entre le suicide collectif et la capsule cyanurique. Parce que donc, on est socialiste ou libéral. Mais avant cela, il y a une chose toute simple qu'on peut faire sur les paradis fiscaux qui est formidable, c'est en parler. C'est déjà être là. Les paradis fiscaux existent pour qu'on n'en parle pas, on n'est pas censé en parler. Là, on est censé regarder un match de quelque chose. On n'est pas censé parler de ça. On n'est pas censé savoir qu'ils existent. On n'est pas censé savoir que tout cela a des conséquences sur nos vies. On est censé s'en tenir aux statistiques officielles de nos gouvernements, alors qu'il s'agit seulement de la sphère, la partie visible de la sphère. C'est plus toute une autre partie qui est dissimulée. Et par l'imagination politique, par la pensée politique, par l'analyse politique, on est capable de la considérer, cette partie. Et parler des paradis fiscaux, c'est faire penser à ce problème-là conséquemment, c'est aller dans le sens de ce que j'avançais. Développer des modalités diplomatiques de lutte contre les paradis fiscaux. Développer aussi des anticorps pour rire quand Alain Dubuc ou Philippe Couillard nous disent que l'État n'a pas d'argent. Juste rire, ça suffit. Ne plus croire ça, quoi. Faire en sorte que cette rhétorique idéologique soit désamorcée par la façon qu'elle a désormais de discréditer quiconque tient ce discours-là. Et enfin, développer sur un plan technique et fiscal des stratégies comme l'impôt sur le revenu consolidé des entreprises et non plus sur les petites entités présentes chez soi, de façon à aller chercher la part de revient qui est celle d'un État comme le Québec ou de toute république qui, ici, sur cette terre, qui est l'objet de beaucoup de délibérations aujourd'hui avec des peuples, ressemblerait enfin à ceux qu'elle concerne. Merci. Pour notre dernière question, devant le Comité permanent des finances au Parlement, vous soulignez que la lutte à l'évitement fiscal ne doit pas se résumer à une question comptable. Pourquoi? Là aussi, on a l'occasion de récapituler. C'est parce qu'on est face à un problème qui est un problème politique, qui est un problème diplomatique, qui est un problème sociologique, qui est un problème aussi de classe. On est face à une oligarchie. On n'est pas dans une démocratie, on est face à une oligarchie qui, aujourd'hui, développe un type de loi qui n'est pas celui des législateurs, mais qui est une sorte de loi sadique,
qui prévaut sur les législations et qui même fait perdre aux souverainetés nationales leur poids historique. Hein? Et cette loi-là, qui se présente comme la loi de la gravité, là, avec une sorte de rapport au cosmos, hein, c'est la loi du marché. C'est la loi de l'offre et la demande. C'est la mondialisation. C'est une sorte de grande loi qu'on nous présente comme étant naturelle, comme étant voulue par personne, comme étant de l'ordre de l'histoire avec un grand H, hein, portée par le cours naturel des choses. Et cette loi-là est présentée par de très grands lobbies, qui ont créé des mécanismes de règlement différents entre les États et les multinationales, qui ont intégré les multinationales dans des contextes diplomatiques comme le climat, qui ont complètement achevé de reconnaître les pouvoirs privés comme des sujets de l'histoire privilégiés, qui créeraient même la richesse plutôt que de la fonctionner, parce qu'il faudra observer. Donc, on est face à des techniciens de la parole publique et à des détenteurs de fortune et à des administrateurs d'entreprises de type multinationales qui ont un rapport particulier à la loi qui fait d'eux des oligarchies redoutables et qui font de ces pouvoirs-là un type nouveau de souveraineté, qui est une souveraineté privée qui exerce son autorité sur un mode spécifique qu'il faudra apprendre à analyser, notamment par l'étude particulière des multinationales. Et qu'est-ce que c'est qu'une oligarchie? Au fond, c'est un pouvoir qui est constitué de trois grandes composantes entre lesquelles les acteurs circulent beaucoup. Hein, c'est la haute finance, la grande industrie et les exécutifs politiques des pays prépondérants. Et quand je dis exécutif politique, je ne pense pas au ministère du patrimoine ou à celui des anciens combattants. Hein, je pense aux finances, à la défense, aux affaires étrangères, à la recherche, à la sécurité intérieure et quelques autres. Mais c'est, au fond, dans un État, il y a quelques ministres seulement qui concentrent tout le pouvoir budgétaire. Hein. Il y a quelques portefeuilles seulement qui, à eux seuls, représentent le pouvoir. Et ces ministres-là ont toujours le même profil sociologique. Ils proviennent toujours de ces milieux qui orchestrent un jeu de chaises musicales entre les titulaires. Hein. Vous avez quelqu'un qui travaille dans une banque, qui devient président d'un pays. On peut déjà anticiper qu'après sa carrière politique, il va atterrir dans un conseil d'administration. Quand on ne vient pas du domaine minier pour être premier ministre d'un pays du Commonwealth, pour ensuite retourner comme lobbyiste, je ne sais pas où. On est continuellement face à des gens qui sont dans cet univers-là et qui utilisent, qui voient simplement les processus législatifs comme des façons en quelque sorte, de maquiller sous un vernis de processus démocratique une volonté et des lois qui sont pensées autrement, et j'oserais dire sur un mode sadique. Alain, merci beaucoup pour